Donc, bonjour André. Donc aujourd'hui, on a enregistré plusieurs épisodes et c'est pas fini, donc on a une bonne journée d'enregistrement. Et rebonjour effectivement Tidjani. Donc, épisode 14 de notre série dédiée à Bicep, déjà. Et aujourd'hui, on va s'intéresser principalement, puis essentiellement, au pipeline. Nice. Donc, je suis toujours Tidjani Belmansour, ça n'a pas changé après 14 épisodes. Toujours architecte de solutions Azure et directeur du centre d'excellence Azure chez Cofomo. Et moi, André Girard, je suis l'architecte intégrateur en info nuagique, multi-cloud et directeur du centre d'excellence AWS chez Cofomo à Québec. Donc aujourd'hui, comme on l'a mentionné, on va s'intéresser au pipeline. Donc ça s'inscrit logiquement et directement sous l'axe DevSecOps. Excellent. Bien évidemment, les codes de nos présentations se retrouvent sur notre GitHub qui est public. Et la première question qu'on se pose quand on parle de pipeline, mais pourquoi? Pourquoi on mettrait un pipeline? Pourquoi on mettrait un pipeline? Parce que les amis surtout ne laissent jamais des amis cliquer sur Deploy. C'est ça. Ah, c'est ça. Tu vois, j'ai compris. Hein? Exactement. En fait, vous savez probablement, pour les développeurs d'entre vous, vous allez dire, ouais, pipeline, c'est normal. On va déployer du code de manière automatisée pour nous assurer d'un certain standard, certaine sécurité aussi, parce que c'est automatisé. OK? Mais pour du IAC, mais pourquoi? Okay. Parce qu'en fait, c'était possible avant, mais c'est encore plus important aujourd'hui avec le cloud. On a des infrastructures, comme on l'avait mentionné dans notre épisode précédent, qui sont itératives. Donc, on va les construire et les faire évoluer au fur et à mesure d'évolution des besoins d'affaires et des besoins applicatifs. Et des changements du cloud. Et des changements du cloud. Et donc, du coup, d'avoir tout le temps à recréer ces environnements manuellement ou en exécutant nous-mêmes le code Bicep, ça peut devenir compliqué, mais surtout, ça peut devenir source d'erreur. Si je déploie mon application mais que je n'ai pas déployé l'infrastructure correspondante, je devrais avoir un problème. Il y a aussi un aspect sécurité là-dedans. Parce sécurité. Que normalement, si moi, André Girard, je roule un code Bicep, c'est que je le roule dans une console et là, je vais être branché dans l'environnement Azure avec mes credentials. Exact. Donc, il faut que j'aie les droits sur la production. Tandis que la bonne pratique, c'est que les personnes avec des droits sur la production, mais tu vas avoir ton pipeline qui, lui, a une identité, qui, lui, a les droits sur une partie de la production. Je dis une partie parce que c'est pas obligé d'être toute la production. Ça peut être... Ça ne doit pas être toute la production. Non, effectivement. Puis ça ne doit pas être n'importe quel droit non plus, là, mais... Exactement. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est donner des droits à un pipeline à donner des droits. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Genre owner, puis là, n'importe qui est capable d'injecter du code dans un pipeline va être capable de se donner des droits. Donc, évidemment qu'on ne veut pas qu'un pipeline puisse donner des droits. Exactement. Donc, du coup, en fait, l'approche IAC, voyez-le comme un facilitateur pour cet objectif-là, tout ce qu'on vient de discuter à date. Okay? Donc, on automatise la création d'infrastructures. Mais surtout, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'en info nuagique, on a des environnements le plus souvent éphémères. Mis à part la production, bien évidemment. Mais on a d'autres environnements. La production peut être éphémère. Dans certains cas. Dans certains cas, on peut... ouais. Mais on a des environnements qui sont naturellement éphémères, comme les environnements d'essai, par exemple de tests de charge, des environnements de simulation, des environnements de formation. Tout ça, vous n'allez pas les garder up and running 24/7. Okay? Donc, du coup, maintenant qu'on sait le pourquoi, on va se poser la question du comment. Comment est-ce qu'on met en place ces pipelines? Tout d'abord, en fait, on va le faire de la même manière qu'on fait pour du code. Donc, on utilise des pipelines et on vous recommande l'approche YAML. Okay? Pourquoi? Parce que vos pipelines sont aussi as a code, donc sont aussi scriptés. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que votre script de pipeline, vous pouvez le réutiliser peu importe où vous allez. Donc, si vous êtes sur Azure DevOps, vous pouvez le rouler. Si vous allez sur GitHub, vous pouvez le rouler comme un GitHub Action. Donc, c'est portable en fait. Et du coup, en fait, on peut exécuter autant le code IAC
de création ou de mise à jour de cet environnement que le code Pester. Vous vous rappelez, on avait vu Pester dans la session précédente, que le code Pester qui nous permet de tester cette infrastructure. Tout ça peut être au sein d'un même pipeline. Okay. Donc, on a vu dans notre précédent épisode comment intégrer Pester dans un pipeline. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'exécution du code Bicep au sein de ce pipeline pour venir boucler la boucle, si je peux dire ça ainsi. Est-ce que ça fonctionne sur toutes les plateformes? Comme on vient de le dire, oui. Si vous adoptez l'approche ou la technologie YAML, vous pouvez porter vos pipelines sur n'importe quel gestionnaire de cycle de vie applicatif, que ce soit Azure DevOps, GitHub, Travis CI, peu importe. Okay. C'est bon. Donc, comment est-ce qu'on le fait concrètement maintenant? Donc, en fait, vous voyez ici, je vais prendre mon petit pointeur laser. Vous voyez ici, j'ai dans mon YAML, okay, on a différents stages. Donc ici, j'ai mon stage qui est la mise en place de l'infra pour mon application web, par exemple ici. Okay. Et dans les jobs de ce stage-là, je vais dire, OK, je vais faire le déploiement de mon code Bicep. Okay. Donc ce déploiement-là va se faire dans un certain environnement, puis je reviendrai sur cette notion d'environnement dans les prochaines minutes. Okay. Puis ici, ce que je vais faire un deploy. Puis mon déploiement ici va suivre certaines étapes. La première étape, c'est d'aller chercher le code Bicep. Et je vais récupérer ce code-là. La deuxième étape, ici, c'est d'installer en fait Bicep. Si je suis sur un agent, un hosted agent, par exemple sur Azure DevOps, qui est l'agent par défaut, il n'a pas le compilateur Bicep, ouais. C'est ça. Donc je vais devoir utiliser cette tâche-là pour installer Bicep à chaque fois. Puis vous vous rappelez, la dernière fois on l'avait dit, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce que le temps d'installation de ce compilateur-là est perdu pour vous. Okay? Ça ralentit vos déploiements, premièrement, mais deuxièmement, ça vous coûte de l'argent parce qu'un hosted agent, vous le payez à l'utilisation. Donc, vous allez vouloir avoir un agent préconfiguré qui a déjà ce compilateur, puis dans ce cas-là, vous allez tout simplement skipper cette étape-là. Vous l'enlèverez de votre... Il va être déjà installé. C'est ça. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire de cette manière-là. On peut compiler les modèles Bicep en modèle ARM template. Okay? Vous vous rappelez, dans nos premières sessions sur Bicep, on avait dit que c'est une syntaxe qui au final se compile, si vous voulez, en ARM template. Donc c'est ce qu'on fait ici. Okay? Puis comment on le fait? On exécute la fameuse ligne de commande Bicep build avec le chemin de notre fichier Bicep. Okay? C'est bon. Et ensuite, on exécute ce ARM template, encore une fois, avec une ligne de commande qui est notre AZ deployment. Ici sub parce qu'on est au niveau subscription. Donc on fait un déploiement, on passe le nom du déploiement, la région, la souscription dans laquelle on veut déployer, le nom du fichier ARM, qui est le fichier qui a été compilé plus haut. Et si on utilise des fichiers de paramètres, on vient de passer ici le nom du fichier de paramètres. De toute façon, cette commande-là, on l'a déjà vu dans les Exactement, c'est la même commande que vous avez vu dans la session précédente. C'est ça. Okay. Et je vous rappelle là, qu'on peut mettre Azure Deployment Group ou pour cibler d'autres niveaux, c'est vrai là aussi. Exactement. Et donc, c'est pas mal les étapes qu'on va avoir. D'accord? Et là, on voyait que tu référençais des variables. C'est ça, on référençait des variables. Donc, ces variables-là, vous les voyez ici. Tu peux les définir au début de ton fichier. Ça. Je peux les définir au début de mon fichier. Vous voyez ici, c'est pas mal des variables hard-codées. Donc, j'ai la valeur de la variable au sein même de mon fichier YAML. C'est pas forcément toujours là. Mais il y aura moyen d'avoir les variables dans le pipeline. Exactement. Okay. Exactement. En fait, c'est ça, c'est pas forcément la meilleure approche. Oui, il y a des paramètres que vous voulez hard-coder. Par exemple, ici, le VM image, ça peut être une valeur hard-codée. Okay? Et maintenant, ici, on a des variables avec des valeurs. Mais première chose, comment est-ce qu'on utilise cette variable au sein de notre fichier YAML? Vous voyez ici, on a dans notre fichier YAML, on fait référence à cette variable qui est là, VM image name. Puis pour récupérer sa valeur, ce qu'on va faire, c'est mettre le nom de la variable entre deux parenthèses, précédé par un signe de $. Okay? Donc comme ça, on dit à YAML, cette valeur-là, va la chercher dans les variables. On a même un exemple dans ton working dir. Exactement. Work dir, où est-ce qu'on va chercher le default working directory. Exactement.
Vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que celle-là, par exemple, c'est une variable comme par système. défaut au système. C'est une variable système qui est déjà par défaut. OK. Hein? C'est bon. Donc, maintenant ici, vous voyez, j'ai une autre variable qui est Service Connection Name, ici, pourquoi je sais que c'est une variable? Parce que j'ai la référence avec la même syntaxe, $, puis on la met dans une parenthèse. Mais vous voyez ici, là, cette variable n'est pas dans ma définition de variable ici. OK? Donc, il va faire une erreur. Donc, il va faire une erreur, effectivement. À l'exception de... Sauf si, là, je viens de définir cette variable-là au niveau du pipeline et non au niveau du YAML. Et donc, vous voyez, il y a deux niveaux, en fait. Les variables, entre guillemets, hard-codées qui sont standards fixés dans le YAML, puis les variables qui dépendent, par exemple, de votre environnement ou de votre application, elles sont dans votre pipeline. Okay? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Vous voyez ici, je suis dans mon pipeline, ici, puis je clique sur variable, puis je crée une nouvelle variable, je lui donne un nom, donc ça va être le même nom que vous voyez ici, Service Connection Name, c'est le même nom que je vais répliquer, puis je vais lui donner une valeur. Puis je peux cliquer ici sur Keep this value secret pour la rendre secrète. Okay? Puis je peux cliquer ici sur Let User Override. Si je fais ça, ça aura une valeur par défaut, mais à l'exécution... tes deux affaires en même temps. C'est ça. Et donc, vous voyez ici, dans ma liste de variables, j'ai cette variable-là. Puis vous voyez la valeur ici est affichée. Si j'avais mis comme secret, j'aurais des petites étoiles ici. OK? C'est pas plus compliqué que ça dans Azure DevOps d'utiliser des variables. OK? Donc maintenant, j'ai mon YAML, j'ai mon bicep, j'ai mon pipeline avec mes variables. Maintenant, je veux déployer. Comment je fais ce déploiement-là? Pour faire ce déploiement, il faut d'abord dire à Azure DevOps, voici l'environnement Azure sur lequel je veux que tu déploies. Puis comment est-ce que je fais? Ça se fait à deux niveaux. Au niveau de l'environnement Azure, je vais me créer un Service Principal, donc un compte de service, et je vais lui donner les droits suffisants pour pouvoir déployer mes ressources. Comme tu disais tout à l'heure, on ne lui donne pas les pleins pouvoirs, parce qu'on peut faire beaucoup de mal. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ben oui. Donc on va lui donner que les pouvoirs qui vont lui permettre d'atteindre ses responsabilités. Et on va, au niveau d'Azure DevOps, on va créer un Service Connection pour dire à Azure DevOps, et si tu veux déployer sur cet environnement Azure, fais référence à ce Service Connection, puis lui, c'est comment parler à ce Service Principal pour déployer ses ressources dans cet environnement Azure spécifiquement. Donc, vous comprenez que si on veut déployer dans plusieurs environnements Azure, on peut avoir plusieurs Service Connections. Excellent. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va dans nos environnements. Non, ici, avant de le faire. Avant de faire notre Service Connection, je vais vous parler des environnements. Pourquoi je vais vous parler des environnements? Parce que si on doit faire des approbations, si on a besoin d'approbation pour déployer, par exemple en production, on ne veut pas forcément que n'importe qui puisse déclencher le pipeline puis déployer en production. Si on est dans un contexte de continuous delivery et non pas continuous deployment. Donc on veut mettre en place des pré-approbateurs. Comment est-ce qu'on fait ça? On vient dans environnement, puis on crée un nouvel environnement, on lui donne un nom. Je vais donner par exemple Learn Cloud Prod. Et là, je vais laisser unknown comme ressource. Et du coup, ici, maintenant, je peux aller dans Approval and Check, puis dire Approval, puis lister mes approbateurs. OK? Si j'arrive à trouver un approbateur. J'étais pas dans la liste. T'es pas dans la liste. C'est ça. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je peux empêcher la personne qui a déclenché le pipeline de s'auto-approuver elle-même. C'est bon. Et du coup, là maintenant, j'ai mon environnement. Puis, dans mon pipeline, si je reviens un peu en arrière, excusez-moi, ici, dans environnement, je vais passer le nom de l'environnement. J'aurais pu le hard-coder, Run at Cloud. Mais ça, c'est le nom que tu viens de créer dans Azure DevOps. C'est ça, mais là, je me suis mis une variable. Je comprends. Et du coup, quand je vais rouler ce pipeline, il va voir que je veux déployer dans cet environnement particulier. Il va savoir qu'il doit passer par le mécanisme de pré-approbation. Il va mettre le pipeline en pause, le temps que le ou les approbateurs approuvent la demande. C'est rattaché à Azure Exactement. À l'environnement. Exactement. C'est bien.
Donc ici, si je reviens à mon Service Connection, ok, puis on regarde un exemple de ce Service Connection là, donc je vais sur ici, puis je vais dans mes, ici vous voyez j'ai un pipeline, mais il faut que j'établisse ma connexion à mon Service Connection. Donc je vais dans mes Project Settings, puis Service Connection ici, puis vous voyez j'ai des Service Connection. Okay. Si j'en avais pas, je pourrais cliquer ici puis choisir Azure Resource Manager parce qu'on veut déployer sur Azure. Vous voyez, il y a des Service Connection pour un peu tout, là, NuGet, Python, SSH, vous voyez plein de choses. Là. Puis ici, je peux choisir entre Service Principal automatique, manuel, Manager Entity et Publish Profile. Okay. Publish Profile, c'est la vieille version de faire, si vous vous rappelez de ça. Manage Entity, c'est si j'ai un Manage Entity qui a les droits, donc je peux choisir ça, faire Next, puis aller chercher mon environnement Azure, mettre l'ID de ma souscription, le nom de ma souscription, l'ID du tenant, puis le nom de ma connexion. Okay? Si mon Azure DevOps est sur le même tenant Azure AD que mon environnement Azure, je préconiserai le Service Principal automatique. Pourquoi? Parce que il va créer pour moi ce Service Connection. Okay? Mais si ce n'est pas le cas, parce que je suis par exemple un prestataire de service pour un client, ben là je vais aller utiliser Service Principal Manual. Puis là vous voyez, je vais devoir fournir le Subscription ID, Subscription Name, mais ce que je vais surtout devoir fournir, c'est le Service Principal ID, Service Principal Key. Puis là je vais devoir créer un Service Principal, puis exposer son mot de passe en clair. Que je vais venir mettre ici. On est d'accord que ce n'est pas forcément la meilleure pratique d'un point de vue sécurité. Okay? Donc cette pratique-là, c'est vraiment en dernier recours. Très honnêtement, je vous recommanderais soit le Manage Entity. Ouais, c'est ça. Soit le Manage Entity, soit le automatique ici. Puis lui, vraiment en dernier lieu. OK. Puis une fois qu'on fait ça, on vient de créer notre Service Connection. Vous voyez ici, j'en ai deux, Lab Azure Subscription, puis GLSB ici. Puis comment est-ce que je fais l'association entre mon pipeline et mon Service Connection? Donc si je reviens ici dans mes pipelines, si je clique au bon endroit, puis correctement. C'est quand tu fais un nouveau pipeline? Même lui donner à ce moment-là? Non, même quand j'ai un pipeline existant et que je veux changer son Service Connection, je suis capable de le faire. OK. Je vais ici... non, pas toi. Pourquoi il se ramasse dans GitHub? Parce que le code était dans GitHub. Pipeline. Tu l'as pas mis dans l'Azure Repo? Non, mon code ici était dans... OK. Ouais, ben là... Ouais, non. c'est pas grave. Tu n'as pas nécessairement besoin. Ouais, c'est ça. Mais fais un nouveau pipeline à la place. Même si je le fais, je ne l'aurai pas. Je vais vous le montrer. Non, je vais vous montrer ailleurs. Le Service Connection, on le mettait directement dans le code ici, YAML. Ici. Bon. Ouais, ça me revient. Ouais, on le voit ici en fait. Azure Subscription, puis il est là. OK? C'est ça en fait le truc, c'est qu'il s'appelle, dans YAML, il s'appelle Azure Subscription. Donc, si vous cherchez Service Connection dans le code YAML, vous n'allez pas le trouver. Non, ouais. Il s'appelle vraiment Azure Subscription. Azure Subscription. OK, excellent. Eh bien, merci. Je pense que ça fait pas mal le tour. Ça fait le tour, oui. Au niveau des pipelines. Puis, comme d'habitude, on va vous rappeler que si vous ne voulez rien manquer de nos capsules, je vous inviterai à vous souscrire à la chaîne, vous abonner à la chaîne et peut-être à cliquer sur le petit pouce. Et cocher aussi la petite cloche pour être averti quand il y en a des nouveaux. Malgré que là, ils vont tous arriver pas mal en même temps, mais il y a d'autres vidéos après la série Bicep qui vont arriver. C'est ça. Soit le sous l'aile de l'avion. La chaîne regorge de contenu. Mais là, il va en avoir d'autres. Bon, ben ça marche. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.